Bon, j'avais fait des études de philosophie, et puis après ces études de philosophie, j'avais fait des études de psychologie, psychopathologie. Et il y avait une chose qui m'avait frappé et intrigué. N'est-ce pas, la civilisation occidentale a été depuis très longtemps, depuis l'âge grec, familière du phénomène de la folie. Les fous sont présents dans les pièces de théâtre, dans la littérature, on a parlé sans arrêt de la folie, et il a fallu attendre le 19e siècle pour que la folie devienne un objet de science. Or, à partir du XVIIe siècle, le fou a été mis à part de la société, il a été cloîtré, et mon histoire de la folie doit s'illustrer dans un des plus célèbres tableaux de la peinture hollandaise, dans Frans Hals, c'est-à-dire dans Les Régentes de l'hôpital. Ces cinq vieilles femmes, pardon, qui sont là, autour d'une table, et qui ont pour profession de tenir, de diriger cette maison d'enfermement où, au XVIIe et plus tard au XVIIIe siècle, on enfermait toutes les inutilités sociales, tous les perturbateurs sociaux. Ces femmes sont effectivement l'expression de cette rationalisation de notre société qui a mis à part la folie. Bien, en quelque sorte, c'est à partir de là que la science de la folie a pu se développer. Qu'à partir du moment où, justement, on avait rompu avec cette vieille familiarité qu'on entretenait autrefois avec la folie. À partir de cette étude purement historique que j'ai faite, je me suis demandé si finalement nous ne nous faisions pas, nous autres occidentaux, de bien grandes illusions sur nous-mêmes. Nous nous imaginons volontiers que nous sommes une civilisation très tolérante, que nous avons accueilli toutes les formes du passé, toutes les autres formes culturelles étrangères à nous, que nous accueillons aussi toutes les déviations qui sont de l'ordre du comportement, du langage, de la sexualité, etc. Moi, je me demande si ça, c'est pas une illusion. Autrement dit, pour pouvoir connaître la folie, il a fallu l'exclure. Peut-être pourrait-on dire aussi que pour connaître les autres cultures non occidentales, les cultures dites primitives ou les cultures américaines, africaines, chinoises, etc., pour connaître ces cultures, il a sans doute fallu non seulement les exclure, non seulement les mépriser, mais les exploiter, les conquérir, et en quelque sorte, par la violence, les faire taire. On a fait taire la folie et on l'a connue. On a fait taire les cultures étrangères et on les a connues. Et peut-être également pourrait-on dire qu'il a fallu attendre le grand puritanisme du XIXe siècle pour faire taire la sexualité et la connaître enfin dans la psychanalyse ou dans la psychologie ou dans la psychopathologie. De telle sorte que, si vous voulez, mon hypothèse c'est ceci: l'universalité de notre savoir a été acquise au prix d'exclusion, d'interdit, de refus, de rejet, au prix d'une espèce de cruauté à l'égard de toute la réalité. Alors j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas, pour d'autres formes de savoir, rechercher aussi de quelle manière il s'était constitué, quelles en étaient les racines inconscientes, quelles en étaient les formes implicites, non présentes exactement à la conscience des savants à une époque donnée. Et c'est en gros ce que j'appelle faire de l'archéologie du savoir, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que dans Les mots et les choses, j'ai essayé de comparer un certain nombre de domaines de savoir différents: biologie, l'économie, la linguistique du XVIIe au XIXe siècle, et essayer de voir comment ces domaines de savoir, qui sont tout à fait différents les uns des autres, obéissent cependant à un certain nombre de lois communes, de règles communes, règles qui sont forcément inconscientes dans la mesure où elles font communiquer entre eux des domaines de savoir qui sont ignorés, enfin que les savants de chaque domaine ne connaissent pas. Une image photographique représentant un visage. Si vous la faites passer, cette image photographique, du positif au négatif, en un sens,
tous les points vont être modifiés. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient blancs vont devenir noirs et tous ceux qui étaient noirs vont devenir blancs. Aucun des points, aucun des éléments, par conséquent, ne reste identique. Et pourtant, vous reconnaissez le visage, et pourtant le visage reste le même, bien qu'il soit passé du positif au négatif, et vous pouvez dire qu'il reste le même, vous le reconnaissez, parce que les relations entre ces différents éléments sont restées les mêmes. Les relations de voisinage sont restées les mêmes, ou les relations de contraste et d'opposition entre le blanc et le noir sont restées les mêmes, bien que chaque point qui était blanc soit devenu noir et que chaque point qui était noir soit devenu blanc. Au fond, en entendant structuralisme au sens très large, on peut dire que le structuralisme, c'est la méthode d'analyse qui consiste à dégager des relations constantes à partir d'éléments qui, eux, en eux-mêmes, dans leur qualité propre ou dans leur substance, peuvent changer. Les structuralistes sont des gens pour qui comptent essentiellement donc les systèmes de relations et pas du tout l'expérience individuelle vécue des gens. Ce que je fais appartient au fond, comme le structuralisme, à cette grande remise en question de la souveraineté du sujet. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la drogue, si vous voulez? Sinon ceci, effacer les limites, rejeter les partages, mettre hors circuit toutes les exclusions, et se poser à ce moment-là la question, qu'en est-il du savoir? Est-ce que l'on sait quelque chose de tout à fait autre? Est-ce que l'on peut encore savoir ce qu'on savait avant l'expérience de la drogue? Est-ce que ce savoir d'avant la drogue est un savoir qui est encore valable? Ou est-ce que c'est un nouveau savoir auquel quel est le... Bon, c'est un problème, et je crois que dans cette mesure-là, l'expérience de la drogue n'est pas marginale dans notre société, c'est pas une espèce de petite déviance qui ne compte pas, il me semble que elle est là au cœur même des problèmes que la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la société capitaliste, se pose. Bon, il me semble également que le maoïsme, si vous voulez, est également sur un tout autre mode, et je crois avec une toute autre ampleur historique, certaines façons aussi de retrouver ce problème-là. C'est-à-dire, à partir du moment où l'homme sera effectivement libéré de tout le système de contraintes, non seulement le système de contraintes économiques, mais le système de contraintes politiques, morales, culturelles, que le capitalisme a fait peser sur lui depuis des siècles. À partir du moment où cette libération-là sera acquise, alors quel savoir sera possible? Écoutez, dites que je refuse de parler de ma vie personnelle, je ne vois pas très bien de quoi j'ai parlé depuis une demi-heure, sinon de ma vie personnelle. Bon, la première chose que je pourrais vous dire, puis je vous dirais ceci, c'est que, bon, on a l'habitude de dire que l'expression de l'individualité, par exemple, ou l'exaltation de l'individualité est une des formes de la libération de l'homme. Moi, je me demande si ce n'est pas le contraire. J'ai essayé de montrer comment l'humanisme était une espèce de forme, était cette espèce de fabrication de l'être humain selon un certain modèle, et que l'humanisme ne fonctionne absolument pas comme libération de l'homme, mais au contraire, comme enfermement de l'homme à l'intérieur d'un certain type de formes qui sont toutes commandées par la souveraineté du sujet. Dans la mesure où se pose à moi, de façon peut-être un peu obsessionnelle, ce problème de la limitation, de l'exclusion, de l'assujettissement, du rapport de force et de subordination, bon, il est évident que le problème de la justice, de la loi, de la pénalité, de la police, de la prison, etc., sont pour moi des problèmes très très importants. Et avec un groupe de personnes tout à fait différentes, d'ailleurs, les unes des autres, nous avons formé un
groupe qui s'appelle groupe d'information sur les prisons et qui est au fond une sorte de groupe, non pas d'analyse théorique, mais un groupe d'attaque contre le système répressif tel qu'il fonctionne en France, vraisemblablement d'ailleurs dans les autres pays, mais notre attaque, nous la faisons porter évidemment sur ce qui nous entoure et nous entoure immédiatement, c'est-à-dire le système, si vous voulez, justice-police, tel qu'il maintient, reconduit, prolonge l'ensemble des impératifs et l'ensemble des limitations morales, sociales et juridiques de notre société. Et puis, je vais vous dire à propos de ce que je dis, et ceci vaut pour l'interview que je suis en train de vous donner, je ne dis pas les choses parce que je les pense, je dis les choses pour ne plus les penser. Je ne crois pas, si vous voulez, aux vertus de l'expression. Le langage qui m'intéresse, c'est celui qui est tel qu'il peut détruire, justement, toutes les formes circulaires, closes, narcissiques du sujet et de soi-même. Et ce que j'entends par cette disparition de l'homme, c'est au fond la disparition de toutes ces formes, de l'individualité, de la subjectivité, de la conscience, du moi, sur lesquelles on a bâti et à partir desquelles on a essayé de bâtir et de fonder le savoir. C'est une des formes de cette limitation, de ces exclusions, de ces rejets dont je parlais. L'Occident a essayé de bâtir la figure de l'homme comme cela. Cette figure, elle est en train de disparaître. Et je ne dis donc pas les choses parce que je les pense. Je les dis plutôt dans une fin d'autodestruction, pour ne plus les penser, pour être bien sûr que désormais, hors de moi, elles vont vivre une vie ou mourir une mort où je n'aurai pas à me reconnaître.